Lettre 1. À Madame Saville, Angleterre, Saint-Pétersbourg, 11 décembre 1700. Tu seras heureuse d'apprendre qu'aucun désastre n'a marqué le début de l'entreprise au sujet de laquelle tu nourrissais de si funestes pressentiments. Je suis arrivé hier et ma première tâche est de tranquilliser ma chère sœur et de lui faire part de ma confiance croissante dans la réussite de mes projets. Je suis déjà bien loin au nord de Londres, et tandis que je me promène dans les rues de Saint-Pétersbourg, je sens souffler sur mes joues une aigre bise qui stimule mes nerfs et me comble de joie. Peux-tu comprendre ce que j'éprouve ? Cette bise, qui vient des régions vers lesquelles je vais me diriger, me donne un avant-goût de leur climat glacial. Inspiré par ce vent prometteur, les rêves que je fais éveiller deviennent plus réels et plus fervents. J'essaie vainement de me persuader que le pôle est le siège du froid et de la désolation. Invariablement, il se présente à mon esprit comme un lieu de beauté et de délices. Là-bas, Margaret, le soleil ne se couche jamais. Son vaste disque ne fait qu'effleurer l'horizon, et il brille dans une perpétuelle splendeur. Là-bas, car avec ta permission, ma sœur, je veux accorder foi aux navigateurs qui m'ont précédé, là-bas la neige et le gel sont abolis. Il se peut même que, voguant sur une mer calme, nous soyons poussés vers une terre surpassant en charme et en beauté toutes les régions découvertes à ce jour dans les parties habitables du globe. Il se peut que ces produits et ces sites soient incomparables. Les secrets des corps célestes doivent indubitablement trouver leur explication dans ces espaces encore inviolés. Que ne peut-on attendre d'une région où il fait éternellement jour ? Peut-être découvrirai-je là la merveilleuse puissance qui attire l'aiguille des boussoles. Peut-être pourrais-je donner corps à un millier d'observations célestes auxquelles il ne manquait que ce voyage pour que soient expliquées enfin les apparentes excentricités des planètes. Je vais assouvir mon ardente curiosité en visitant une partie du monde qui n'a jamais été explorée. Et il se peut que je foule un sol sur lequel aucun être humain n'ait encore posé le pied. Telles sont les séductions que j'éprouve. Elles me suffiront à surmonter toute crainte du danger et de la mort, et à m'inciter à entreprendre ce difficile voyage, avec la joie qu'éprouve un enfant lorsqu'il s'embarque sur un canot en compagnie de camarades de vacances pour entreprendre sur la rivière de l'endroit une expédition de découverte. Cependant, en supposant que toutes ces conjectures se révèlent chimériques, tu ne peux mettre en doute le bénéfice inestimable que j'apporterai à l'humanité jusqu'à la fin des temps en découvrant à proximité du pôle un passage maritime vers ces pays que nous mettons actuellement tant de mois à atteindre, ou en perçant le secret de la force magnétique qui ne peut être découvert, s'il est possible de le faire, autrement que grâce à une entreprise telle que la mienne. Ces réflexions ont dissipé l'agitation que je ressentais en commençant ma lettre, et mon cœur se gonfle d'un enthousiasme qui me transporte, car rien ne contribue autant à apaiser l'esprit qu'un but bien défini, quelque chose sur quoi les yeux de l'âme puissent se fixer. Cette expédition est la concrétisation d'un rêve datant de ma tendre enfance. J'ai lu avec une avidité passionnée le récit de divers voyages ayant pour but de parvenir à l'océan Pacifique Nord en passant par les mers qui entourent le pôle. Tu dois te souvenir que la bibliothèque de notre bon oncle Thomas se composait uniquement d'histoires consacrées à l'ensemble des voyages de découverte. Mon éducation a été négligée et pourtant j'ai toujours aimé passionnément la lecture. J'étudiais ces volumes jour et nuit et à mesure que je me familiarisais avec eux, s'accroissait le regret que j'avais éprouvé enfant lorsqu'on m'avait appris que sur son lit de mort, mon père avait interdit à mon oncle de me laisser embrasser la carrière de marin. Ces visions se dissipèrent quand, pour la première fois, je parcourus les œuvres des poètes dont les effusions me ravirent l'âme et l'élevèrent jusqu'aux sphères célestes. Je devins moi-même poète et durant une année entière, je vécus dans le paradis que je m'étais créé. Je m'imaginais que je pourrais moi aussi me faire une niche dans le temple où se trouvent consacrés les noms de Shakespeare et d'Homère. Tu as connaissance de mon échec, et tu sais combien amère fut ma désillusion. Or, c'est à ce moment précis que j'héritais de la fortune de mon cousin, et mes pensées reprirent le cours qu'elles avaient suivi précédemment. 6 années se sont écoulées depuis que j'ai décidé la présente entreprise. J'ai commencé par m'aguerrir physiquement,
J'ai accompagné des baleiniers dans plusieurs de leurs expéditions en mer du Nord. J'ai volontairement supporté le froid, la faim, la soif et le manque de sommeil. J'ai fréquemment peiné plus dur que les simples matelots pendant le jour et consacré mes nuits à l'étude des mathématiques, de la médecine et des branches de la physique dont un aventurier naval pourrait pratiquement tirer le plus grand avantage. À 2 reprises, je me suis fait embaucher comme second sur un baleinier groenlandais et je m'en suis admirablement tiré. Je reconnais avoir éprouvé une certaine fierté lorsque mon capitaine m'offrit le commandement en second de mon vaisseau et par la suite me demanda instamment de rester à son bord tant il appréciait mes services. Dis-moi à présent, Margaret, n'ai-je pas mérité d'accomplir quelque chose de grand? Mon existence aurait pu s'écouler dans le confort et dans le luxe, mais à toutes les séductions que m'offrait la fortune, j'ai préféré la gloire. Oh, si une voix bienfaisante pouvait me répondre affirmativement. Mon courage et ma résolution sont fermes, mais mes espérances connaissent des hauts et des bas, et je me sens souvent assez déprimé. Je suis sur le point de me lancer dans un long et difficile voyage dont les vicissitudes exigeront toute ma force d'âme. Je serai appelé non seulement à stimuler le moral des autres, mais aussi parfois à préserver le mien lorsque le leur sera affecté. La période actuelle est la plus favorable pour se déplacer en Russie. Les traîneaux volent littéralement sur la neige. Le mouvement est agréable, bien davantage à mon avis que celui des diligences anglaises. Le froid n'a rien d'excessif si vous êtes enveloppé de fourrure, une façon de s'habiller que j'ai déjà adoptée. Car il y a une grande différence entre arpenter le pont d'un navire et demeurer assis sans bouger pendant des heures lorsqu'aucun exercice n'empêche le sang de geler littéralement dans vos veines. Je n'ai nullement l'intention de perdre la vie sur la route postale reliant Saint-Pétersbourg à Arkhangel. Je partirai pour cette ville dans 2 ou 3 semaines. Je me propose d'y fréter un navire, ce qui est aisément faisable en payant l'assurance en lieu et place du propriétaire, et d'engager ensuite parmi ceux qui ont l'habitude de pêcher la baleine autant de marins que je l'estimerai nécessaire. Je compte lever l'ancre avant le mois de juin, mais quand reviendrai-je? Ah, chère sœur, comment pourrais-je répondre à cette question? Si je réussis, il s'écoulera beaucoup de mois, peut-être même des années, avant que toi et moi puissions à nouveau nous trouver réunis. Si j'échoue, tu me reverras bientôt, ou jamais. Adieu, ma chère, mon excellente Margaret, puisse le ciel te prodiguer ses bénédictions et me venir en aide afin qu'il me soit permis encore et encore de te témoigner ma gratitude pour toute ton affection et ta gentillesse, ton frère affectionné, R. Walton. Lettre 2. À Madame Saville, Angleterre, Arkhangel, 28 mars 1700. Que le temps s'écoule lentement ici, entouré comme je le suis de glace et de neige. Cependant, un second pas a été franchi dans la réalisation de mon entreprise. J'ai réussi à fréter un navire et je m'occupe maintenant à réunir un équipage. Les marins que j'ai déjà engagés semblent être des hommes sur lesquels je puisse compter, et il est certain qu'ils possèdent un courage à toute épreuve. Il est cependant un désir que je n'ai encore jamais pu satisfaire, et cette lacune m'apparaît à présent comme profondément regrettable. Je n'ai pas d'amis, Margaret. Alors que le succès me remplit d'enthousiasme, je n'ai personne avec qui je puisse partager ma joie. Si un désappointement m'attend, nul ne sera à mes côtés pour me soutenir. Certes, je confierai mes sentiments au papier, mais c'est là un pauvre confident à qui communiquer ce que l'on ressent. J'aspire à la compagnie d'un homme qui puisse sympathiser avec moi, un homme dont le regard répondrait au mien. Tu vas sans doute me juger romantique, ma chère sœur, mais je ressens cruellement ce manque d'amis. Je n'ai personne auprès de moi qui soit aimable et cependant courageux, à la fois compréhensif et cultivé, personne dont les goûts soient pareils aux miens et qui puisse approuver mes projets ou m'aider à les modifier. Mais comment un tel ami pourrait-il, s'il existait, réparer les fautes de ton pauvre frère? J'apporte trop de fougue dans l'exécution de mes plans et je témoigne trop d'impatience devant les difficultés. Mais ce qui m'est le plus préjudiciable encore, c'est que je me suis éduqué moi-même. Durant les 14 premières années de mon existence, je n'ai fait que jouer librement sur le common, et mes lectures se sont limitées aux livres de voyage de notre cher oncle Thomas. J'ai découvert ensuite les œuvres de nos célèbres poètes nationaux. Cependant,
C'est seulement lorsqu'il ne fut plus en mon pouvoir de tirer le plus de bénéfices de cette conviction que j'ai compris combien il était nécessaire d'apprendre les langues étrangères. J'ai 28 ans à présent et je suis en réalité moins cultivé qu'un garçon de 15 ans. Il est vrai que je pense davantage et que les rêves que je fais éveillés sont plus vastes et plus magnifiques, mais il manque d'équilibre, comme disent les peintres. Oui, j'ai le plus grand besoin d'un ami qui serait assez sensé pour ne pas mépriser mon romantisme et assez affectueux pour tenter de modérer mes élans. Enfin, toutes ces jérémiades ne peuvent servir à rien. Ce n'est certainement pas dans la solitude de l'océan que je trouverai cet ami, ni même ici à Archangel parmi les négociants et les marins. Pourtant, certains sentiments distincts de la nature humaine à l'état brut animent ces êtres rudes. Mon second, par exemple, est un homme plein de courage et d'esprit d'entreprise. Il est éperdument épris de gloire, ou plus précisément d'avancement dans sa profession. Il est anglais et, n'en déplaise aux préjugés nationaux et professionnels, tel qu'il est, non amolli par la culture, il a gardé intactes certaines des plus nobles qualités humaines. J'ai fait sa connaissance ici, à bord d'un baleinier. Ayant appris qu'il était libre, je l'ai engagé afin qu'il m'assiste dans mon entreprise. Ce garçon a un excellent caractère et il est réputé pour sa gentillesse et pour la modération avec laquelle il applique la discipline. C'est pour cette raison, et aussi à cause de son intégrité et de son grand courage, également notoire, que j'ai tenu à me l'attacher. Ma jeunesse passée dans la solitude, mes meilleures années vécues sous ta douce et féminine influence ont tellement affiné le fond de ma nature qu'il m'est impossible de surmonter ma vive répulsion à l'égard de l'habituelle brutalité régnant à bord des bateaux. Je n'ai jamais cru qu'elle fût nécessaire. C'est pourquoi, lorsque j'ai entendu parler d'un marin estimé, autant pour son bon cœur que pour le respect et l'obéissance qu'il a toujours su inspirer à son équipage, j'ai été particulièrement heureux d'être en mesure de m'assurer ses services. J'entendis pour la première fois parler de lui de façon vraiment romanesque, par une dame qui lui doit le bonheur de sa vie. Voici l'histoire en bref. Cet homme aimait, il y a quelques années, une jeune dame russe de fortune modeste. Comme il avait, grâce à ses prises, amassé une somme considérable, le père de la jeune fille consentit à ce qu'il l'épousât. Mais lorsque le prétendant fit part à l'objet de sa flamme de ses intentions matrimoniales, la jeune fille se mit à pleurer à chaudes larmes. Et, s'étant jetée à ses pieds, elle le supplia de l'épargner, avouant qu'elle en aimait un autre, qu'il était pauvre, raison pour laquelle son père refuserait de consentir à cette union. Le généreux marin rassura la fille éplorée, et lorsqu'elle lui eut révélé le nom de l'élu, il mit immédiatement fin à sa cour. Il avait déjà acheté une ferme, projetant d'y passer le restant de sa vie, mais il en fit don à son rival, ainsi que l'argent qui lui restait, afin qu'il pût acheter du bétail. Il alla ensuite demander lui-même au père de la jeune femme de consentir à ce qu'elle épouse l'homme qu'elle aimait. Cependant, le vieil homme, s'estimant engagé par l'honneur, lui opposa un refus catégorique. Devant l'attitude inflexible du père, le marin quitta le pays pour n'y revenir que lorsqu'il lui apprit que celle qu'il aimait s'était finalement mariée selon son cœur. « Quelle noble nature !» vas-tu t'exclamer. Et tu auras raison. Mais voilà, notre homme est totalement dépourvu de culture. Il est aussi muet qu'une carpe, et il se dégage de lui une espèce de négligence ignorante qui, tout en rendant sa conduite d'autant plus étonnante, porte préjudice à l'intérêt et à la sympathie qu'il mériterait de susciter. Ne va surtout pas supposer que je fléchis dans ma résolution parce que je me plains un peu, ou même que je me laisse aller à imaginer une consolation à une peine que je ne connaîtrai peut-être jamais. Je demeure aussi ferme que le destin lui-même. Mon voyage se trouve seulement un peu retardé par l'attente d'un temps favorable. L'hiver a été terriblement rude, mais déjà le printemps s'annonce, et tout porte à croire qu'il sera remarquablement précoce. Aussi se peut-il, après tout, que nous levions l'ancre plus tôt que je ne l'avais prévu. Cependant, je ne ferai rien de téméraire. Tu me connais assez pour faire confiance à ma prudence et à ma modération, du moins lorsque la sécurité d'autres êtres repose entre mes mains. Au moment où mon entreprise est sur le point de se réaliser, je suis incapable de te décrire les sensations que j'éprouve. Comment pourrais-je te donner une idée de l'impression de fébrilité faite autant de joie que d'appréhension que je ressens en préparant mon départ ? Je me rends dans des régions encore inexplorées.
au pays de la brume et de la neige. Mais je ne tuerai pas d'albatros. Ne crains donc pas pour ma sécurité, et non plus que je ne te revienne, épuisé et misérable tel le vieux marin. Je te vois sourire à cette allusion. Je vais cependant te révéler un secret. J'ai souvent attribué aux œuvres des plus imaginatifs des poètes modernes la cause de mon attachement à l'océan et de l'enthousiasme passionné que je voue à ces mystères. Quelque chose vit en mon cœur que je ne puis comprendre. Je suis foncièrement industrieux, appliqué, un artisan apte à travailler avec ardeur et persévérance. Mais, en plus, il y a en moi un amour du merveilleux, une foi dans le merveilleux, qui s'intègre à tous mes projets, qui me presse de m'éloigner des sentiers battus, jusqu'à affronter ces mers sauvages et ces régions inconnues que je me prépare à découvrir. Mais revenons à des considérations qui me tiennent plus à cœur. Te retrouverai-je après avoir vogué sur l'immensité des mers et être revenu par le cap le plus méridional de l'Afrique ou de l'Amérique? Je n'ose envisager pareil succès, et pourtant, je ne puis supporter de considérer l'autre face du tableau. Pour le moment, continue à m'écrire chaque fois que tu en auras l'occasion. Il se peut que tes lettres me parviennent au moment précis où j'en aurai le plus besoin pour retremper mon courage. Je t'aime très tendrement, souviens-toi de moi avec amour au cas où, plus jamais, tu ne recevrais de mes nouvelles. Ton affectionné frère, Robert Walton. Lettre 3. À Madame Séville, Angleterre, 7 juillet 1700. Ma chère sœur, je t'écris en hâte ces quelques lignes pour te dire que tout va bien et que mon voyage est en bonne voie. Ma lettre te parviendra en Angleterre par l'entremise d'un navire marchand rentrant d'Archangel, plus chanceux que moi qui, peut-être, ne verrai pas mon pays natal avant de nombreuses années. Je suis toutefois dans les meilleures dispositions. Mes hommes sont pleins d'allant et, selon toute apparence, bien décidés à aller de l'avant. Ils ne se laissent d'ailleurs pas impressionner par les blocs de glace qui défilent sans cesse le long de nos flancs, nous donnant une idée des dangers qui nous attendent dans la région vers laquelle nous nous dirigeons. Nous avons déjà atteint une très haute latitude, mais nous sommes en plein été, et quoique cette saison ne soit pas aussi chaude ici qu'en Angleterre, les vents du sud qui nous poussent rapidement vers les rivages que nous désirons si ardemment nous apportent une tiédeur revigorante que je n'avais pas prévue. Jusqu'ici, il ne s'est produit aucun incident digne de figurer dans une lettre. Une ou deux tempêtes assez sévères et la découverte d'une brèche dans la coque sont des faits dont un navigateur expérimenté ne se soucie généralement pas assez pour en faire mention. Je serais bien content si rien de plus grave ne doit nous arriver au cours de ce voyage. Adieu, ma chère Margaret. Sois assurée que, pour moi autant que pour toi, je n'affronterai pas inutilement le danger. Je serai calme, persévérant et prudent. Mais je veux croire que le succès viendra couronner mes efforts. Pourquoi en irait-il autrement? Jusqu'à présent, j'ai progressé, traçant sûrement ma voie au travers des mers, avec les étoiles elles-mêmes pour témoins de mon triomphe. Pourquoi n'irions-nous pas résolument de l'avant sur ces flots indomptés et pourtant soumis? Qu'est-ce qui peut arrêter un cœur déterminé et une résolution bien arrêtée? Je laisse ainsi involontairement se libérer mon cœur, mais il me faut terminer. Le ciel te bénisse, ma sœur chérie, R.W. Lettre 4. À Madame Saville, Angleterre, 5 août 1700. Il nous est arrivé une chose tellement étrange que je ne puis m'empêcher de t'en faire part, bien qu'il ne soit pas tout à fait impossible que tu me revoies avant que ces papiers ne parviennent entre tes mains. Lundi dernier, 31 juillet, nous étions presque entièrement cernés par les glaces qui se refermaient de toutes parts sur notre bateau, lui laissant à peine la place pour flotter. Notre situation présentait un certain danger, d'autant plus qu'une brume très épaisse nous enveloppait. Nous mîmes donc en panne, espérant un changement favorable des conditions atmosphériques. Vers 2 heures de l'après-midi, le brouillard se leva enfin, et nous pûmes voir, s'étendant à l'infini, des plaines de glace à la surface tourmentée. Certains de mes compagnons se mirent à pousser des gémissements, tandis que l'inquiétude s'emparait de moi. Mais tout à coup, un spectacle étrange attira notre attention et fit dévier nos pensées de la situation préoccupante dans laquelle nous nous trouvions. Nous aperçûmes à environ un demi-mille de nous un traîneau tiré par des chiens qui se dirigeait vers le nord.
Dans le traîneau, guidant ses chiens, était assise une créature à forme humaine, dont la taille paraissait gigantesque. Nous observâmes à la longue vue son déplacement rapide jusqu'à ce qu'il eût disparu au loin, caché par les amoncellements de glace. Cette apparition nous avait stupéfiés. D'après nos estimations, nous nous trouvions à des centaines de milles de toute terre connue, et pourtant la présence de ce personnage semblait indiquer qu'en réalité, nous n'étions pas parvenus aussi loin que nous l'imaginions. Cependant, enfermés par les glaces comme nous l'étions, il nous fut impossible de suivre ses traces. Environ 2 heures après cet événement, nous entendîmes remuer l'eau sous notre coque, et avant la tombée de la nuit, la glace se rompit, libérant le navire. Nous demeurâmes néanmoins sur place, car nous redoutions de nous heurter dans l'obscurité aux énormes blocs qui dérivent lorsque la glace a cédé. J'en profitai pour prendre quelques heures de repos. Le lendemain matin, cependant, dès qu'il fit jour, je me rendis sur le pont où je trouvai l'équipage rassemblé d'un côté du bateau, semblant s'entretenir avec quelqu'un. Au dehors, effectivement, un traîneau se trouvait là, pareil à celui que nous avions aperçu la veille. Porté par un iceberg, il avait dérivé jusqu'à nous pendant la nuit. Seul un des chiens était encore en vie. Mais il y avait dans le traîneau un être vivant que mes hommes essayaient de persuader de monter à bord. Ce n'était pas, comme semblait l'être le voyageur de la veille, un habitant sauvage d'une île encore inconnue, mais un Européen. J'entendis le second s'écrier « Voici notre capitaine. Il ne permettra certainement pas que vous vous laissiez périr de la sorte. » M'ayant aperçu, l'homme m'adressa la parole en anglais, mais avec un accent étrange. « Avant que je monte à bord de votre bateau, dit-il, voulez-vous avoir l'obligeance de m'informer de votre destination ?» Tu imagineras mon étonnement en m'entendant poser pareille question par un être pratiquement voué à une mort certaine et qui logiquement aurait dû considérer mon navire comme une chose ayant pour lui plus de valeur que toutes les richesses de ce monde. Je lui répondis cependant que nous effectuions un voyage de découverte en direction du pôle Nord. Ceci sembla le satisfaire, car il accepta aussitôt d'être hissé à bord. Mon Dieu, Margaret, si tu avais pu voir l'homme qui avait ainsi marchandé sa sécurité, tu aurais éprouvé une surprise sans bornes. Ses membres étaient presque gelés, et son corps était affreusement émacié par la fatigue et les privations. Jamais je n'ai vu un être en aussi pitoyable condition. Nous voulûmes le transporter à l'intérieur, mais dès qu'il eut cessé d'être à l'air, il perdit connaissance. Nous le ramenâmes donc sur le pont, où nous réussîmes à le ranimer en le frictionnant avec du brandy dont nous lui fîmes avaler une petite quantité. Dès qu'il manifesta des signes de retour à la vie, nous l'enveloppâmes de couverture et le plaçâmes dans la cuisine auprès du poêle. Petit à petit, il revint à lui et but un peu de potage, ce qui lui fit le plus grand bien. 2 journées s'écoulèrent avant qu'il fût en état de parler, et je redoutai longtemps que ses souffrances ne l'eussent privé de raison. Son état se fut suffisamment amélioré, je le fis transporter dans ma propre cabine, et je me consacrai à lui dans toute la mesure où le permettaient mes occupations. Jamais je ne vis créature aussi intéressante. Une lueur d'exaltation, voire de folie, apparaît par moments dans ses yeux. Mais quand on lui témoigne de la bonté, quand on lui rend le moindre service, sa physionomie s'éclaire d'une bienveillance et d'une douceur telle que je n'en ai jamais remarqué chez personne d'autre. Cependant, le plus souvent, il semble mélancolique et même désespéré. Parfois, il serre les dents, comme s'il ne pouvait supporter davantage le poids des malheurs qui l'accablent. Quand mon hôte alla un peu mieux, j'eus grand-peine à tenir à distance mes hommes, qui aspiraient à lui poser des tas de questions. Je me refusais à les laisser le tourmenter par leur vaine curiosité, car mentalement aussi bien que physiquement, il était de toute évidence dans une condition telle que seul un repos absolu pouvait peut-être le ramener à son état normal. Une fois cependant, le second lui demanda « Dans quel but êtes-vous venu aussi loin et sur un aussi étrange véhicule ?» Ses traits se figèrent aussitôt en une expression d'extrême tristesse. Il répondit « Pour rattraper quelqu'un qui me fuyait. » Le lieutenant insista. « Et cet homme que vous poursuiviez, usait-il du même système de locomotion que vous ?»« Oui. »
Dans ce cas, je crois que nous l'avons vu, car la veille du jour où nous vous avons recueillis, nous avons aperçu sur la glace des chiens qui tiraient un traîneau dans lequel se trouvait un homme. Ceci éveilla l'attention de l'étranger qui se mit à poser une multitude de questions, concernant notamment la direction que ce démon avait prise. Bientôt, lorsque je me retrouvai seul avec lui, il murmura « Je dois sans aucun doute avoir éveillé votre curiosité et celle de tous ces braves garçons, mais vous avez trop de tact pour vouloir m'interroger. En vérité, dis-je, je me montrerais fort impertinent et inhumain si je vous tourmentais par une curiosité déplacée. Et cependant, reprit-il, vous m'avez sauvé d'une étrange et périlleuse situation. Vous m'avez, dans votre bienveillance, rappelé à la vie. » Un peu plus tard, il me demanda si je croyais que la glace, en se brisant, avait causé la perte de l'autre traîneau. Je lui répondis que je ne pouvais avoir aucune certitude à ce sujet, car la glace n'avait cédé que vers minuit et que par conséquent, le voyageur avait fort bien pu, avant cela, atteindre un endroit sûr. C'était une éventualité au sujet de laquelle il était impossible de se prononcer. À partir de ce moment, une nouvelle flamme de vie anima sa carcasse délabrée. Il manifesta une grande impatience de se retrouver sur le pont afin d'être à même de guetter l'éventuelle apparition du traîneau que nous avions vu en premier lieu. Mais je le persuadai de demeurer dans la cabine, car il était bien trop affaibli pour supporter la vivacité de l'air. Je lui promis que quelqu'un veillerait en permanence et que si quelque chose apparaissait sur la glace, il en serait immédiatement informé. C'est ainsi que j'ai rapporté dans mon journal les bizarres événements de ces derniers jours. La santé de l'étranger s'est graduellement améliorée, mais il demeure extrêmement silencieux et il paraît mal à l'aise lorsque quelqu'un d'autre que moi pénètre dans la cabine. Pourtant, ses manières sont si conciliantes et si douces que tous les marins s'intéressent à lui, bien qu'il ne se soit guère montré loquace avec eux. Pour ma part, je commence à l'aimer comme un frère, comme un être proche de mon cœur, et son constant et immense chagrin me remplit de sympathie et de compassion. Il devait, dans son état normal, être une créature noble pour être, même déchu à ce point, aussi aimable et aussi attirant. Je t'ai dit dans une de mes lettres, chère Margaret, que je ne trouverais pas d'amis dans l'immensité de l'océan. Pourtant j'y ai trouvé cet homme que j'aurais été heureux de considérer comme un frère avant que le chagrin n'ait anéanti sa vitalité. Je continuerai à parler à l'étranger de temps à autre dans mon journal lorsque se présenteront à son sujet des faits dignes d'être relatés. 13 août 1700. Mon affection pour mon hôte va croissant de jour en jour. Il éveille au plus haut point à la fois mon admiration et ma pitié. Comment pourrais-je voir une créature aussi noble terrassée par le chagrin sans en éprouver une peine immense ? Il est si gentil et pourtant si sage. Son esprit est si cultivé et quand il parle, ses propos, bien que choisis avec un art exquis, coulent avec une facilité et une éloquence incroyables. Son état s'est fortement amélioré à présent et il est constamment sur le pont, cherchant visiblement à apercevoir le traîneau qui précédait le sien. Quoique très malheureux, il n'est pas à ce point absorbé par ses propres tourments qu'il ne s'intéresse vivement aux projets d'autrui. Il nous est fréquemment arrivé de nous entretenir de ceux que je lui ai exposés sans rien en dissimuler. Il a témoigné le plus vif intérêt à l'égard des arrangements que j'ai pris afin d'accroître mes chances de succès, et cela jusque dans leurs plus infimes détails. Il m'a aisément amené, par la sympathie qu'il me manifeste, à laisser parler mon cœur, à exprimer l'ardeur de mon âme et à dire avec toute la ferveur qui m'anime combien je sacrifierais avec joie ma fortune, mon existence, jusqu'à mes espérances, si cela pouvait me faire progresser dans la réalisation de mon entreprise. La vie ou la mort d'un homme, dis-je, ne constitue qu'un prix modique lorsqu'il s'agit d'obtenir en échange la connaissance que je recherche, la maîtrise que je souhaiterais acquérir, afin de la transmettre à la postérité pour le plus grand bien du genre humain. Tandis que je parlais, une profonde tristesse envahit ses traits. Je vis d'abord qu'il s'efforçait de maîtriser son émotion, puis il mit ses mains devant ses yeux. Ma voix trembla et me manqua quand je vis des larmes ruisseler entre ses doigts et qu'un gémissement s'échappa de sa poitrine haletante. Je me tus. Il dit finalement d'une voix brisée « Pauvre homme, partagez-vous donc ma folie ? Avez-vous aussi absorbé l'enivrant breuvage ?
Écoutez-moi, laissez-moi vous raconter mon histoire, et vous rejetterez la coupe loin de vos lèvres. » De telles paroles, tu peux imaginer combien elles excitèrent ma curiosité. Cependant, le paroxysme de la douleur qui avait saisi mon hôte avait eu raison de ses forces chancelantes. De nombreuses heures de repos et de conversation paisible furent nécessaires pour lui faire retrouver son équilibre. Quand il eut enfin réussi à maîtriser le tumulte de ses sentiments, il sembla se mépriser pour s'être laissé dominer par l'émotion. Maîtrisant la sombre tyrannie de son désespoir, il m'entraîna à nouveau à converser sur des sujets me concernant personnellement. Il me demanda de lui parler de ma tendre enfance. J'eus rapidement épuisé le sujet, mais il avait fait naître en moi une multitude de pensées diverses. Je lui dis combien j'aspirais à trouver un ami. Je lui parlais du besoin que je ressentais de sympathiser avec un esprit plus près du mien que tous ceux que j'avais connus. Je lui dis combien j'étais convaincu qu'un homme ne pouvait prétendre posséder même une faible part de bonheur s'il ne jouissait pas d'une telle bénédiction. « Je partage votre opinion, » répondit l'étranger. « Nous, humains, sommes des créatures incomplètes, ne vivant qu'à moitié. Si un être plus sage, meilleur, plus cher que nous-mêmes, ce que devrait être un véritable ami, n'est pas là pour nous apporter son aide, pour améliorer notre nature faible et imparfaite. J'ai eu jadis un ami qui était la plus noble des créatures, et je puis donc considérer qu'il m'est permis de parler de l'amitié en connaissance de cause. Vous avez l'espoir, le monde devant vous. Vous n'avez aucune raison de désespérer. Mais moi j'ai tout perdu, et je ne puis recommencer ma vie. » Comme il disait cela, sa physionomie prit une expression de chagrin calme, résigné, qui m'étreignit le cœur. Puis il demeura silencieux et bientôt se retira dans sa cabine. Même découragé comme il l'est, nul ne peut plus profondément que lui ressentir les beautés de la nature. Le ciel étoilé, la mer, tout ce que ces merveilleuses régions polaires ont à offrir semble avoir encore élevé son âme. Un tel homme possède une double existence. Il est capable d'endurer toutes les peines et d'être bourré de désillusions. Cependant, lorsqu'il se retire en lui-même, il devient comme un esprit céleste, entouré d'un halo traçant autour de lui comme un cercle magique, que ni les peines ni les folies ne peuvent plus franchir. Vas-tu sourire de l'enthousiasme dont je fais preuve à l'égard de cet errant divin ? Tu n'en aurais certes pas l'envie si tu pouvais le voir. Les livres et ta vie à l'écart du monde ont éduqué et affiné ton esprit, ce qui te rend quelque peu sceptique, mais devrait aussi te rendre plus à même d'apprécier les mérites extraordinaires de cet être merveilleux. Je me suis efforcé parfois de découvrir quelle est la qualité qu'il possède, qu'il élève ainsi tellement au-dessus des êtres humains que j'ai connus jusqu'ici. Je pense que c'est un discernement intuitif, une puissance de jugement, à la fois rapide et infaillible, une perception du pourquoi des choses, d'une clarté et d'une précision sans pareille. Ajoute à cela une facilité d'expression et une voix dont les intonations variées sont à l'âme comme une musique. 19 août 1700. Hier, l'étranger m'a dit « Vous devez avoir compris, capitaine Walton, que j'ai subi des revers tels que personne n'en a probablement connu. Il fut un temps où j'étais décidé à emporter le secret de ces mots dans la tombe, mais vous m'avez fait changer d'avis. Vous recherchez la connaissance et la sagesse comme je l'ai fait moi-même pendant un temps, et je souhaite ardemment que la réalisation de vos désirs ne soit pas, comme ce fut le cas pour moi, pareille à un serpent à l'horrible venin. J'ignore si le récit de mes désastres vous sera d'une utilité quelconque. Cependant, lorsque je songe que vous suivez une voie identique à celle qui fut la mienne, vous exposant aux mêmes dangers qui ont fait de moi ce que je suis à présent, j'imagine qu'il vous sera possible de tirer de mon récit une morale susceptible de vous guider si la réussite vous sourit, ou de vous consoler si, au contraire, vous vous heurtez à un échec. Préparez-vous à entendre des faits que l'on aurait tendance à considérer comme relevant du surnaturel. Si nous nous trouvions dans un cadre moins impressionnant, je pourrais craindre de ne pas être cru, de me couvrir à vos yeux de ridicule. Mais au sein de ces régions sauvages et mystérieuses, bien des choses paraîtront possibles, qui d'ailleurs provoqueraient le rire chez ceux qui sont ignorants des pouvoirs si variés de la nature.
Je ne doute d'ailleurs point que le déroulement de mon récit ne fournisse l'évidence de la véracité des faits qui le composent. Tu peux imaginer combien la perspective d'entendre ces révélations m'a été agréable. Pourtant, je ne pouvais supporter l'idée qu'elles auraient pour effet de raviver la peine de mon hôte. Mais en même temps, j'étais avide de les connaître, mu en partie par la curiosité et en partie par mon vif désir d'améliorer le sort du malheureux, si cela était en mon pouvoir. J'exprimai mes sentiments dans ma réponse. « Je vous remercie, me dit-il, de votre sympathie, mais elle n'est pas nécessaire. Ma destinée est presque accomplie. Je n'attends plus qu'un seul événement et ensuite je reposerai en paix. » Et il poursuivit, devinant que j'allais protester. « Je comprends ce que vous ressentez, mais vous vous méprenez, mon ami, si vous voulez bien me permettre de vous appeler ainsi. Rien ne peut modifier mon destin. Écoutez mon histoire, et vous comprendrez combien il est irrévocablement tracé. » Il me dit alors qu'il commencerait son récit le lendemain, lorsque je disposerai de tout mon temps. J'accueillis cette promesse en le remerciant chaleureusement. J'ai décidé de consigner chaque soir, lorsque mes occupations à bord ne me réclament pas de façon trop pressante, ce qu'il m'aura narré pendant la journée, en employant autant que possible ses propres termes. En cas d'empêchement, je rédigerai au moins quelques notes. Ce manuscrit te procurera certainement un immense plaisir, mais moi qui connais l'homme et qui vais écouter son récit de ses propres lèvres, avec quelle sympathie et quel intérêt je le relirai un jour plus tard. Avant même de m'atteler à cette tâche, j'entends sa voix vibrante résonner dans mes oreilles. Ses yeux brillants me regardent avec toute leur mélancolique douceur. Je les vois dans son animation lever sa fine main, tandis que ses traits reflètent l'ardeur de son âme généreuse. Combien étrange et déchirante doit être son histoire, et terrible la tempête qui assaillit le noble vaisseau dans sa course et lui fit faire naufrage ainsi.